Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h avec Philippe David. On aime l'automobile, vous savez, sur Sud Radio. Les territoires, on sait l'importance de l'automobile aujourd'hui pour se déplacer. Et direction les Automobiles Awards, un événement Sud Radio avec Laurence Perrault qui est avec nous, animatrice dont on en parle tous les samedis de 10h à midi sur Sud Radio. Bonsoir Laurence Perrault. Bonsoir Laurence. Bonsoir à vous deux, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Je suis aussi accompagnée bien sûr de mon complice, vous le savez, du samedi matin, monsieur l'ami Jean-Luc qui est à mes côtés. Jean-Luc Moreau. Jean-Luc, on se disait aussi, c'est un peu bancal si on n'a que Laurence. Non, mais nous on marche à deux pattes. Coucou les loulous. Coucou les petits. La patte droite et moi la patte gauche, celle du cœur. Voilà. On est dans un lieu qui est marqué par l'histoire de la voiture, Cécile et Philippe. Vous nous rejoignez ici à l'ACF. C'était quand même un lieu qui existe, en tout cas pour l'Automobile Club de France, depuis 1895. Autant vous dire que l'histoire de la voiture ici, on sait dont on parle. Avec les awards qui ont été remis depuis maintenant un petit moment, puisque ça a commencé vers 17h. Moi, j'ai repéré quelques petits awards. Après, je laisserai mon ami Jean-Luc vous donner des siens. J'ai beaucoup aimé le award de la sécurité pour les pneus. Oui. Pour effectivement, celui qui a été remis, c'est un duo, un travail entre ZF et Goodyear. Et un système anti-aquaplaning, en tout cas c'est un système de sécurité lié aux pneus, et c'est un système qui va détecter avant même le conducteur les aquaplaning et regérer la voiture pour qu'elle ne quitte pas la route. Je ne sais pas Jean-Luc si tu l'as, toi, en termes de sécurité tu l'as aimé également. Oui, complètement. On peut dire même que c'est quelque chose de vraiment novateur, parce que vous connaissez l'ESP. Oui, bien sûr. Ça vous évite de déraper. Mais l'ESP ne peut rien quand on arrive dans, j'allais dire une flaque d'eau à grande vitesse. L'aquaplaning en général, c'est tellement rassuré. Et là, un nouveau système permettra à la voiture de gérer automatiquement toute seule. En fait, l'électronique de la voiture sera en contact avec les pneumatiques et ça permettra de gérer la glissade pour vous éviter l'accident. C'est un progrès incroyable en termes de sécurité. Jean-Luc, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'effectivement, il y a un gagnant, mais quand on regarde le nombre d'innovations dans la catégorie, on se dit que l'automobile développe, s'engage. Enfin, c'est fantastique. Les ingénieurs, toute l'intelligence artificielle, justement, au service de la voiture et de la sécurité, c'est formidable. Oui, on vit une révolution. Quand on est passionné d'automobile, je pense que c'est la meilleure époque. Parce qu'on a la transition vers des énergies plus propres. On a l'évolution, vous en parliez, avec l'intelligence artificielle qui arrive réellement dans les voitures. On a la révolution du design. Enfin, c'est franchement... moi qui suis un fan d'automobile depuis tout petit, donc depuis pas loin de 2 siècles. Vous étiez d'ailleurs à l'inauguration de l'Automobile Club de France au 19e siècle. C'est moi qui ai mis la première pierre même. En fait. Et Cécile de Bélibus et Laurence Perrault qui ont coupé le ruban après. C'est une notoriété publique. Complètement, non, on vit une époque vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que les awards, chaque année, prennent de l'ampleur. On récompense maintenant, on a des patrons, par exemple, sur le pneumatique. On a un patron coréen qui était pas en direct avec nous, mais enregistré. C'est vraiment un niveau mondial. Alors évidemment, on va parler de voitures. Il y avait des voitures, la catégorie la plus disputée, c'était les SUV. Je suis très content parce que j'ai le sentiment un peu que dans ces awards, on a voté, je fais partie du jury, et que c'est les voitures que j'ai mis en tête qu'on gagnait. Donc je suis très content. Et en particulier, le Duster a gagné la catégorie SUV qui était la plus disputée. Oui. Et c'est vrai que je trouve que dans cette voiture, il y a tout, quoi. Pour pas trop cher, c'est un véhicule sexy que moi, je pourrais acheter. Alors, il a gagné. Je sais pas si Laurence, il a gagné en catégorie SUV. Ouais. Je sais pas si Laurence voterait pour ça, non? Ah si, moi, alors, oui, je voterais d'autant plus pour ça que le rapport qui a été pris de ce véhicule est assez imbattable. Et vous avez vu, en tout cas, parce que moi, je vais aussi vous parler d'autres choses qui m'ont complètement fait craquer. Vous savez à quel point je suis personnellement très proche des métiers dits de l'aftermarket. C'est-à-dire tous ceux qui vont réparer nos voitures, tous ceux qui vont également travailler sur l'ingénierie des voitures, en aval ou en amont ou en aftermarket. Et il y a un nouveau prix cette année qui est arrivé dans les awards, qui est le prix qui est remis à quelqu'un ou une grosse société, petite ou grande, mais qui travaille beaucoup dans l'aftermarket. Et là, c'est un grand distributeur, c'est EDLP qui a été primé. C'est un trophée Mobiliance, donc on est vraiment sur les prix de l'aftermarket. Avant de repasser le micro à mon ami Jean-Luc, qui est aussi bavard que moi, parce qu'on est passionné de voitures et de blabla, je voulais vous parler d'un autre prix, moi, qui m'a beaucoup plu. C'est le plus beau tableau de bord, Cécile. Je sais que vous aimez aussi. Ah, bah oui, je connais bien. Et qui est-ce qui a gagné?
Lamborghini. Oui. Lamborghini, avec quelque chose, avec le Russe extraordinaire, ce tableau de bord. Et nous, on attend maintenant avec impatience, c'est presque terminé, pas encore, mais la voiture de l'année, mais il y a d'autres choses que l'on peut aussi préciser. Oui. Moi, il y a un truc dont je tiens absolument à vous parler. C'est un prix nouveau que je décerne. C'est le cadeau pour Jean-Luc Moreau pour Noël. C'est la Lamborghini. Non, même pas. C'est la voiture qui a été élue. C'est la supercar qui a été élue d'ailleurs à ces awards, qui est pour moi, qui était la plus belle voiture du mondial de l'auto. C'est l'Alfa 33 Stradale. Une voiture merveilleuse. Bah oui. Alors, malheureusement, il y a que 33 clients qui auront la chance. Le premier va être livré bientôt. Une voiture extraordinaire. Alors, si j'ai bien compris, votre nom n'est pas dans la liste. Malheureusement, il n'est pas dans la liste. Et le mien déçu. Je suis non plus. On a vérifié, Laurence Perrault. Il n'y est pas non plus. Je suis désolée. Il n'est pas non plus. Bon. Je voudrais aussi faire un petit... On a parlé des SUV et on a aussi la catégorie full électrique, puisque quoi qu'il en soit, il y a effectivement, comme le disait l'ami Jean-Luc, cette révolution et ce changement en termes d'énergie des voitures. Le full électrique cette année, c'est la Peugeot 3008 qui l'a eu. Alors l'ami Jean-Luc, on parle vrai sur Sud Radio, il fait la moue quand même. Pourquoi vous faites la moue, l'ami Jean-Luc, dites donc? Pour moi, il y avait d'autres véhicules électriques qui méritaient de remporter la palme, mais le 3008 n'est pas le meilleur dans sa catégorie. Il nous a plutôt déçus, je trouve d'ailleurs. Allez les amis, vous bougez pas, vous restez avec nous puisqu'on accueille Lionel Robert qui est l'organisateur des Automobile Awards. Lionel Robert, bonsoir. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Là, vous avez une concurrence ardue avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault d'un autre côté. Qu'est-ce que j'entends? Jean-Luc Moreau en fait conteste le vote du jury, c'est ça en fait. Ça. Il a toujours un côté révolutionnaire, Jean-Luc. Restez avec nous. Il fait partie quand même, donc il faut qu'il soit cohérent avec lui-même. Là, je comprends pas. Exactement. Non, en fait, pour répondre juste à sa question, c'est vrai que la première version du 3008, effectivement, avait suscité pas mal de critiques. Là, en fait, c'est surtout la partie autonomie record qui a surtout retenu l'attention. Alors, on est content de vous avoir, Lionel Robert, parce que c'est quand même une édition assez exceptionnelle, la 7e édition. Aujourd'hui, 45 constructeurs qui participent. Là, c'est record battu quand même. Oui, ils sont à peu près tous là. Il en manque toujours. Et puis, comme il y a des nouveaux qui arrivent, notamment de Chine, on peut continuer de penser que le chiffre peut augmenter. Non, c'est très agréable, effectivement, de voir que le prix est couru par la quasi-intégralité des marques vendues sur notre marché. Et ça ne donne que plus de saveur aux prix qui sont décernés, évidemment. Alors, Lionel Robert, il y a un prix qui est très convoité. C'est le prix de voiture préférée des Français. L'an passé, c'était une Française qui avait gagné. C'était l'Alpine A110. Est-ce que le titre restera ici cette année? À la maison. À la maison, c'est ça. Oui, on garde le prix chez nous. Voilà. Alors, qui est-ce qui a gagné? On garde le prix chez nous. Alors, la voiture vainqueur sera annoncée dans un peu plus d'une heure. On va pas le dire maintenant. Oui, on est en plein dedans. J'ai tenté de le faire craquer. Lui-même ne le sait peut-être pas. Ce qui est très agréable cette année sur ce Grand Prix, justement, donc décerné par le public, c'est que le podium est uniquement constitué de voitures, on va dire, accessibles. Voilà. Accessible, donc achetable, si je puis dire. Voilà. C'est pas Lamborghini, Ferrari, Bugatti, quoi, schématiquement. Oui, en gros, c'est ça. Non, non, pas de voiture de rêve cette année, contrairement à l'an passé avec l'Alpine, qui reste quand même une voiture plutôt inaccessible, évidemment, compte tenu de son prix. Là, on est vraiment sur des choses très très concrètes, très rationnelles. Et la vainqueur, je pense, ne souffre pas la contestation. C'est la voiture du moment. La voiture du moment. Je le disais tout à l'heure à Jean-Luc Moreau et à Laurence Perrault, l'innovation dans l'automobile est assez spectaculaire. Aujourd'hui, qui aurait pu imaginer aujourd'hui, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, qu'on puisse faire un prix, par exemple, sur les tableaux de bord? C'est-à-dire que quand on regarde effectivement l'innovation, la technologie au sein d'une voiture, même petite soit-elle, aussi petite soit-elle, c'est formidable en fait. Oui, c'est vrai que il est certain que la technologie désormais est partout et que ce qui est presque le plus bluffant aujourd'hui, c'est qu'elle est même chez les marques, on va dire les moins haut de gamme. Maintenant, la moindre marque généraliste fait des efforts colossaux pour attirer l'attention avec beaucoup de technologie, avec un design de plus en plus, on va dire, affiné. Regardez.
Prenons l'exemple de la R5, par exemple, bon, qui n'est pas une voiture très très chère. Il y en aura des moins chères qui vont sortir dans peu de temps et qui déjà s'offrent un design à la fois intérieur et extérieur extrêmement élaboré. Bon, ça prouve vraiment qu'il y a une vraie prise de conscience des marques à ce niveau-là et qu'elles se donnent souvent les moyens effectivement de nous faire des choses qui donnent envie d'acheter, hein, tout simplement. Hein. Alors Lionel Robert, on a battu cette année le nombre de votants puisqu'on a frôlé les 47 000. On n'était pas vraiment pas loin de 47 000. Qui sont les votants ? Alors on sait qu'il y a vous, il y a Jean-Luc Moreau, il y a Laurence Perrault. Il y a moi. Il y a Cécile de Ménibus. Je n'ai pas cet honneur, mais qui sont les votants ? Une bonne partie de ma famille également. Non, mais ce sont en fait tout le monde pouvait voter. Hein. C'était un principe qui était ouvert à tout le monde. Au public. Il y a eu 2 plateformes qui ont accueilli le vote, à la fois celle du site automobileawards.com et celle du quotidien L'Équipe, qui a sans doute dopé, je pense aussi, le nombre de votes. Et du coup, tout le monde, tout un chacun pouvait voter durant un mois, durant tout le mois d'octobre. Et c'est vraiment un rendez-vous que j'aimerais pouvoir pérenniser pour faire en sorte que désormais, au mois d'octobre chaque année, les Français, dans leur grande majorité, et tous, hein, voilà, même les mineurs, puissent élire leur voiture préférée. Alors sur les voitures, sur la proposition des voitures, on l'a dit, hein, beaucoup de constructeurs en tout cas ont engagé des véhicules. On se rend compte que c'est très compliqué quand même de choisir parce que vous le savez, Lionel Robert, c'est-à-dire que quand vous proposez des fiches, on a l'impression de dire ah bah celle-là elle est géniale, ah bah celle-là aussi elle est géniale, bah celle-ci aussi est géniale. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui parce que la voiture, vous le disiez, qu'elle soit petite ou grande, finalement il y a tellement de choses à découvrir dans ces voitures que ça doit être compliqué pour le public. Si je peux me permettre, je pense que la première chose à faire quand on a envie de changer de voiture, c'est de réfléchir à l'utilisation qu'on en fait, surtout aujourd'hui. Oui. Il y a tellement de choix, évidemment, c'est que évidemment on peut continuer sur le coup de cœur si on a les moyens d'être sur le coup de cœur, mais si on est un petit peu en train de penser économie, budget d'un véhicule, il faut penser à l'utilisation qu'on va en faire. Lionel et Jean-Luc, je pense que tu es d'accord, mais tout en gardant le plaisir de conduire, parce que c'est aussi ça. Mais moi, je peux me contenter d'une Alpine pour aller travailler. Lionel Robert. Ouais, des goûts simples. Je voulais juste dire par rapport à cette concurrence énorme. Hein, il y avait des catégories avec 26 voitures, par exemple. Hein. Mais c'est intéressant ce point que vous soulevez, Cécile, parce qu'en fait, ça permet de mettre en avant le fait que être expert, entre guillemets, ne suffit plus, en fait, pour avoir un avis véritablement intéressant, si je puis dire, sur le sujet. Parce qu'effectivement, toutes les voitures sont... en général, on sont de qualité souvent très très proches, et que quelque part, le plus important finalement, c'est la manière dont vous ressentez la voiture par rapport à l'image que vous vous faites de la marque, par rapport à l'image que vous vous faites du modèle en particulier. Et c'est ça qui donne, je dirais quelque part, de l'intérêt finalement à cet événement, c'est que le jury, à parité homme-femme, donc 10 hommes, 10 femmes, qui ne sont pas tous des experts, ont chacun une sensibilité particulière censée représenter finalement quelque part celle de l'ensemble des Français, et c'est en cela que leur jugement est finalement extrêmement intéressant. C'est la réunion de tous ces avis qui fait qu'on a un avis pertinent sur comment est-ce que la voiture est perçue véritablement par le grand public. Merci en tout cas Lionel Robert, organisateur des Automobile Awards, et on sera là tout à l'heure, j'espère, pour voir en direct le nom de cette voiture qui sera la voiture de l'année 2024. Merci beaucoup Laurence Perrault, merci beaucoup Jean-Luc Moreau. On vous retrouve dans On parle auto tous les samedis de 10h à midi sur Sud Radio, et puis on croise les doigts. Moi j'aimerais bien que ce soit une voiture pour laquelle j'ai voté. J'aimerais bien, on en parle, en tout cas on en parlera dans la semaine prochaine. On vous accueillera de nouveau Lionel Robert. Restez avec nous, les vraies voix ça continue, on revient dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Pensez à covoiturer. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Et Simon Leroux-Coyot est avec nous, co-gérant de SCI BMS, la société civile immobilière de la Fondation Bon Sauveur de la Manche. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors déjà, c'est SCI qui porte des projets immobiliers de santé, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc elle porte des projets d'immobilier de santé, dont le pôle de santé François Digard à Saint-Lô, dans la Manche. Donc c'est une SCI qui est portée par 2 fondations à but non lucratif et reconnue d'utilité publique, donc la Fondation Bon Sauveur de la Manche et la Fondation hospitalière de la Miséricorde.
Et donc notre pôle regroupe à la fois des professionnels de santé libéraux, comme des médecins généralistes, des spécialistes, des kinés, des infirmiers, une podologue, des ostéos, et un centre médico-psychologique qui est géré par la Fondation Bon Sauveur. Ça veut dire que déjà, il y a forcément beaucoup de gens qui y travaillent, mais beaucoup de gens qui viennent aussi. Donc il y a un trafic assez important. Oui, on a estimé à peu près à 1000 passages par jour sur le pôle de santé. C'est un pôle de santé qui est situé en centre-ville, donc qui répond à des besoins de centre-ville. Et donc on a été très engagé dès le départ dans la transition énergétique et l'écologie du lieu. On a travaillé sur les bâtiments, leur consommation, la production d'énergie. On dispose également de panneaux photovoltaïques sur les toitures et on a mis en place un système de pompe à chaleur afin de limiter les consommations électriques. Ah oui, vous êtes parfait. On est parfait, je ne sais pas. On a également travaillé on a été très vigilants en tout cas sur le traitement des eaux et l'évitement d'îlots de chaleur en végétalisant le parking. Alors vous êtes également engagé dans la décarbonation des transports. Oui, on essaye, effectivement. Mais vous êtes déjà donc plus que parfait. Alors. Que de compliments ce soir. Non, effectivement, ça fait partie de notre démarche à la fois éco-responsable, mais également de la qualité d'accueil des patients, puisqu'on a souhaité que le pôle de santé soit accessible à tous les patients, les professionnels. Donc on a travaillé sur la mobilité réduite, la mobilité douce, en installant un hangar à vélo et à trottinette. On a un accès immédiat à la ligne de bus et on a également cherché à simplifier l'accueil des automobilistes, puisqu'on s'est rendu compte que les professionnels de santé, les ambulanciers, mais également les patients, passaient de plus en plus à l'électrique. Donc on a cherché une solution simple à mettre en œuvre. Alors une solution simple qui ne vous coûte pas d'argent, parce que c'est un coût supplémentaire, en tout cas sur le budget général. Et vous avez opté pour une station multiservice. Aujourd'hui, ce qu'on appelle multiservice, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendiez comme service, vous ? Alors, on attendait déjà de pouvoir fournir aux automobilistes qui viennent avec des véhicules électriques la possibilité de se recharger. Oui. Elle a été installée depuis cet été et elle a tout de suite trouvé son public. Alors effectivement, je ne souhaitais pas forcément gérer les travaux, le raccordement au réseau, porter l'investissement, faire tout le suivi, la maintenance et gérer le système de bornes. Donc on a fait appel à Station E qui gère toute cette partie-là, avec une station multiservice qui garantit des prix accessibles pour les usagers et qui apporte des services complémentaires comme des casiers connectés qui seront bientôt mis en place. Et bien entendu, mais le système aussi, c'est de se dire pas de charge aussi pour chez vous. C'est-à-dire que tout est pris en charge par effectivement Station E, mais pour vous, c'est une aubaine incroyable aussi. Et il y a un câble, il y a aussi un mât aussi pour gagner de la 3G. Enfin, de la 5G plutôt. Oui, ça fait partie des services qui sont proposés par Station E dans le cadre de sa station multiservice. Bon voilà, ça et les casiers connectés qui seront bientôt mis en place vont effectivement permettre d'apporter des services supplémentaires, que ce soit pour les patients, mais également pour la population qui est autour du pôle de santé. C'est relativement simple à mettre en œuvre et c'est vrai que pour nos patients dont la consultation moyenne dure entre 20 et 30 minutes, ils peuvent en profiter pour se charger. Et c'est une solution qui est à la fois écologique et économique, puisque le coût est d'environ 5 € pour 100 km à peu près. Merci en tout cas Simon Leroux-Coyot d'avoir été avec nous, co-gérant de SCI BSM, la société civile immobilière de la Fondation Bon Sauveur de la Manche. Merci à vous. Merci beaucoup. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Et puis on va revenir sur cette information sur l'automobile européenne à l'heure où aujourd'hui les constructeurs sont un petit peu en panique, les pays aussi. Yves Carra est avec nous, porte-parole de Mobilité Club France. Bonsoir Yves Carra. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir à toutes et à tous. Alors des députés européens du programme du PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, un groupe classé à droite qui demande à la Commission européenne d'une part la mise, en tout cas mettre fin à l'endroit des constructeurs d'amendes en cas de non-respect des objectifs de réduction des émissions de CO2 en 2025 et en plus un assouplissement de l'interdiction des voitures neuves équipées de moteurs thermiques dans l'Union européenne à partir de 2035. Alors on sent que le bateau de l'électrique prend un petit peu l'eau quand même. Carrément, hein, c'est chronique d'une
D'une défaite, je sais pas, mais d'un problème annoncé. Hein. Bon, nous, Mobilité Club France et puis d'autres acteurs comme l'automobile, on a tout de suite dit que ça allait pas être tenable sur un calendrier comme ça, que le problème, c'était pas le moteur thermique, mais le pétrole qu'on met dedans. Donc oui, c'est obligatoire. Il y aura des aménagements et en 2035, on vendra, et je le dis depuis des années sur tous les plateaux, je l'ai dit chez vous, on vendra toujours des moteurs thermiques. Alors, il y aura peut-être une législation qui sera assouplie en disant, bon, bah voilà, en 2045, on veut plus de pétrole dans les moteurs. Pourquoi pas? On fera à moitié-moitié en attendant, etc., etc. Mais l'électrique pour tous en 2035, c'est pas possible. Alors Yves Cara, est-ce que ce n'est pas le contre-coup des licenciements massifs un peu partout en Europe, à commencer par l'Allemagne, puisque c'est un eurodéputé allemand qui a présenté la stratégie du groupe PPE pour, je cite, une approche réaliste de la transition verte et pour sauver l'industrie automobile européenne et ses 14 millions d'emplois. On rappelle qu'en Allemagne, le géant de l'acier ThyssenKrupp va supprimer 11 000 emplois et son plus gros client là-bas, c'est l'industrie automobile, et que Volkswagen, rien qu'elle, va fermer 3 usines. Oui, il y a déjà des gros dégâts qui ont été faits. Il faut essayer de les limiter, justement en revenant sur ce 2035. Ça peut-être, hein, je ne sais pas. Mais écoutez le poste à Carlos Tavares, qui s'est jeté le premier dans l'électrique et tête baissée. Bon, il y a eu des résultats aussi en Amérique qui lui ont certainement coûté son poste. Mais il y a un constructeur qui n'est pas allé tout de suite, c'est Toyota, qui a réfléchi, qui va à pas feutrer, tout doucement, parce qu'il sentait bien qu'il y avait quelque chose. Voilà, ils sont toujours un peu précurseurs dans l'idée. Et oui, de toute façon, bon, l'électrique c'est pas mal, hein, l'hydrogène aussi, les multi-carburants, on y va, mais cette idée de l'électrique pour tous avec qu'il n'y ait plus de pot d'échappement, c'est pas possible, ça coûte trop cher, ça coûte des emplois, le mal est déjà fait, il faut vite arrêter l'hémorragie en fait, il faut faire un garrot et ensuite soigner efficacement. Mais est-ce que cette requête a des chances d'aboutir finalement des députés européens? Franchement, il n'y a pas d'autre choix. Alors, il y a ces députés européens du PPE, mais en Italie, on entend la voix. Il y a le DG Europe ou Monde, je crois, de BM qui le dit depuis le départ. Luca Di Meo commence à dire, attendez, la réglementation café, donc qu'on appelle CAFE, qui va réglementer donc les taxes, ça va pas être possible. Donc, ça veut dire implicitement revenir quand même un petit peu ou aménager cet agenda. Évidemment, mais je vais vous dire, au bout d'un moment, c'est l'acheteur, le peuple qui va décider. Et ça, ce rejet de l'Europe, si on continue comme ça, il va être total et massif. Je regardais un chiffre tout à l'heure avec Philippe David, et tout gramme au-dessus de la moyenne de la réglementation coûtera 92 €. Oui, non mais, vous vous rendez compte, je ne sais pas comment peuvent calculer les députés européens, ou en tout cas tous les technocrates qui sont autour. On reproche aux constructeurs de ne pas vendre assez de voitures électriques, mais c'est parce qu'on n'en achète pas, parce que ça ne correspond pas à notre usage, et on leur reproche de trop vendre de thermiques, mais c'est nous qui les achetons. Donc eux, ils sont victimes, ils sont pris entre deux. Ils sont pris entre deux feux, entre l'enclume et le marteau, ils prennent les coups, c'est nous qui allons payer in fine. Mais franchement, les députés européens, au bout d'un moment, mais qui les conseillent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont hors sol, quoi. Mais Yves Cara, est-ce que c'est pas trop tard? Parce que certaines entreprises ont déjà investi massivement dans la production de moteurs électriques en réduisant la voilure sur les moteurs thermiques. On va pas parler notamment des entreprises de fonderie qui faisaient des pièces de moteurs, qui ont mis la clé sous la porte parce qu'on leur a dit maintenant le moteur thermique, ou qui ont licencié massivement. Est-ce qu'on peut encore faire marche arrière techniquement? Alors techniquement on peut toujours, mais financièrement. Vous savez, quand le traitement est pire que le mal, il faut modifier ou arrêter le traitement, même si ça coûte cher, et s'il y a eu si on prend l'exemple d'un malade. Là, effectivement, il faut arrêter ce traitement qui est insupportable pour tout le monde. Ça a fait des dégâts, comme je l'ai dit déjà, mais il faut l'arrêter avant qu'il y ait une sorte de point de non-retour. On risque de perdre la technologie des moteurs thermiques, et ce qui serait dommage, parce que plus ils sont performants, moins ils sont polluants, quel que soit le carburant qu'on met dedans. Vous savez, perdre la technologie, ça arrive à tout le monde. Regardez, en 68, on va sur la Lune avec des moyens vraiment de cours d'école, je dirais. Et aujourd'hui, avec toute la technologie, on n'y arrive pas. Donc, vous voyez, une technologie, ça se perd. Il faut faire attention. Oui, mais est-ce qu'on va pouvoir, alors si toutefois ça ne fonctionnait pas, est-ce qu'on va pouvoir, les constructeurs vont pouvoir absorber les 15 milliards d'euros que ça pourrait coûter éventuellement? Aujourd'hui, non, on est d'accord, surtout qu'avec ces suppressions de postes un peu partout.
Oui, mais Cécile, c'est pas les constructeurs qui vont l'absorber, c'est nous, les acheteurs, qui allons payer, parce que eux, au bout d'un moment, il faut qu'ils payent les salaires, donc il y aura des licenciements, mais nous, ils vont encore augmenter le prix des voitures, augmenter, et on n'en parle pas assez, le prix de l'entretien et des réparations, c'est colossal, c'est insupportable. Ils vont augmenter tout ça, et c'est nous qui allons payer à la fin. Et une dernière question, les eurodéputés proposent de développer les carburants de synthèse à base de CO2 issus des activités industrielles. En quoi est-ce que ce carburant consiste? Parce qu'on connaissait l'hydrogène, l'éthanol, etc. Mais ça, on ne connaissait pas. Le carburant de synthèse à base de CO2 issu des activités industrielles. Oui, alors après, il y a plein de carburants de synthèse qui se développent. Alors c'est vrai qu'ils sont pour l'instant très très chers. On est près de 10 € le litre. Oui, c'est un peu tôt. Oui. Ouais, non, mais c'est un budget, mais ça va baisser, c'est toujours pareil. Donc plus on commencera tard à se lancer dans ces carburants de synthèse ou ces biocarburants, il y a souvent les ingénieurs professionnels disent que les biocarburants seront moins chers et plus immédiatement utilisables, en tout cas localement, que les carburants de synthèse où il faut construire des usines et autres, alors que le biocarburant, c'est la biomasse et on peut s'en servir. Donc oui, il faut vite y aller. Donc c'est pour ça que il faut une réglementation européenne qui dise bon, ok, d'accord, 2035, on va repousser, on aménage l'agenda, on continue les moteurs thermiques, mais comment faire pour supprimer le pétrole? Et là, on pourra vraiment avoir de l'espoir plutôt que du désespoir. Merci beaucoup Yves Carra, porte-parole du Mobility Club France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez ensemble, on reste ensemble jusqu'à 20h, bien entendu, puisque dans un instant, on va recevoir Christophe Winkelmüller, président fondateur de l'agence automobilière. Vous avez bien entendu, c'est auto et immobilière. C'est passionnant et on vous donne une info qui vient de tomber. Pour le Premier ministre, ce ne sera pas ce soir, mais demain, ou après. Allez, on se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on a le plaisir de recevoir Christophe Winkelmüller, président fondateur de l'agence automobilière. L'agence automobilière, c'est une entreprise innovante qui intervient comme un tiers de confiance entre les vendeurs et les acheteurs de véhicules d'occasion. Bonsoir Christophe Winkelmüller. Bonsoir. Alors c'est très malin comme idée, c'est très malin parce que c'est vrai que aujourd'hui c'est toujours très compliqué de vendre sa voiture. Là c'est un concept assez facile puisque tout le monde, en tout cas, est rentré un jour ou pour louer ou pour acheter un bien ou un appartement. Donc c'est quelque chose qu'on connaît et que vous avez développé et décliné pour l'automobile. Oui, tout à fait. On est parti sur quelque chose que tout le monde connaît, une agence immobilière. On le fait pour les autos, on le fait bien et on le fait depuis 20 ans. C'est vrai qu'on n'est pas encore présent dans toutes les villes de France, mais cette année, on a fêté nos 20 ans. On est présent sur une centaine de points de vente en France, oui, tout à fait. Alors, vous avez voulu sécuriser les transactions de véhicules d'occasion pour les deux parties. De quelle manière ? Oui. Alors, en fin de compte, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on achète une voiture dans un garage, on ne connaît pas forcément le vendeur qui l'a eu, on n'a pas l'histoire. Et pareil, quand on veut vendre, on ne sait pas forcément comment faire. Et nous, chez nous, vendeurs et acheteurs se rencontrent. Parce que c'est compliqué de vendre une voiture et c'est aussi compliqué d'acheter une voiture. Et encore plus une voiture d'occasion, parce que souvent je dis une voiture d'occasion, c'est quelque chose qui a vécu. Et moi, j'achète pas la voiture, j'achète l'ancien propriétaire, j'achète la façon dont il l'a utilisée. Et chez nous, un acheteur va rencontrer l'ancien propriétaire. Et c'est autant important que d'acheter une belle voiture, c'est de savoir comment il l'a utilisée, ce qu'il a fait avec, pourquoi il y a une rayure à cet endroit-là et tout ça. Et ça rassure tout le monde. Et puis le vendeur est aussi content de savoir qui va continuer à faire vivre sa voiture, tout simplement. C'est vous qui sélectionnez finalement alors, les acheteurs et les vendeurs, c'est-à-dire que vous regardez la voiture qui est à vendre et vous allez chercher effectivement, vous leur proposez, voilà, c'est ça. Oui, tout d'abord, effectivement, on sélectionne déjà les voitures qu'on va rentrer en sélectionnant l'acheteur. C'est vrai que souvent, on a un principe de dire on ne rentrera une voiture qu'on pourrait acheter pour nous ou pour un membre de notre famille. Donc c'est très simple, mais on va vérifier l'état général de la voiture, que les options correspondent bien, mais aussi les réparations, et puis qu'on a bien sûr le bon vendeur en face de nous avec ses papiers à jour, tout simplement. Alors, vous les sélectionnez, vos acheteurs et vos vendeurs, mais comment se passe l'examen de passage? Vous êtes sympa, c'est bon, vous n'avez pas une bonne tête, ça va pas? Ça ne devrait pas être si simple que ça. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, on n'est pas contrôle technique. Cécile et moi serions acceptés, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que tout le monde est sympa, mais c'est vrai que nous, par exemple, on n'est pas un contrôle technique, mais on va vérifier que le contrôle technique a bien été fait. Pareil, on n'est pas garagiste. On met pas la voiture sur un pont, on n'ouvre pas le capot, mais on va vérifier que les révisions ont bien été faites. Et puis, on va vérifier des choses qui sont pas forcément vérifiées dans un
garage ou sur un contrôle technique, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas une griffe, une bosse, est-ce que les options sont bien présentes, est-ce qu'il n'y a pas un trou de cigarette dans un siège, tout ça est noté. Une voiture peut être révisée avec un contrôle technique vierge et puis un trou dans un siège. Nous, on vérifie tout ce genre de détails, on est les yeux pour la personne. Souvent, l'acheteur vient de loin, vient de l'autre côté de la France et quand il arrive, il faut pas qu'il ait une mauvaise surprise. Même avec des belles photos, une voiture, elle peut sentir la cigarette. Donc, vous voyez, nous, on vérifie tout ça. Et quand on dit que l'auto est impeccable, l'auto est impeccable. Ouais. Maintenant, vous êtes aguerri, vous connaissez les loups, bien entendu. La garantie pour les acheteurs, finalement, c'est quoi? Alors, on a une extension de garantie, donc c'est avec un de nos partenaires avec qui on travaille depuis très très longtemps. C'est une extension de garantie, on peut proposer jusqu'à une extension complète qui va jusqu'à 5 ans d'extension de garantie, pas de vétusté, pas de franchise, 15 000 € de plafond et tout ce qui est mécanique, électrique, électronique, comme dans une concession traditionnelle. En fait, une garantie, c'est juste une assurance sur le risque de panne. Donc, vous payez à peu près 300 à 400 € par an pour garantir votre véhicule en fonction de la couverture et du prix de la voiture. Alors, il faut bien vivre. Les frais sont à la charge de qui? De l'acheteur, du vendeur? C'est partagé? Comment ça se passe, Christophe Winkelmüller? Notre client, en fait, c'est le vendeur. C'est lui qui nous paye pour qu'on vende sa voiture, pour qu'il n'ait pas d'embrouille, pour qu'il n'ait personne chez lui à la maison, pour qu'il n'ait pas de coup de fil à pas d'heure, tout ça. Donc, c'est lui qui nous paye. Il nous paye au départ des frais de dossier de 39 € et après, il nous paye une commission. Aujourd'hui, la commission moyenne est de 1190 € à peu près sur TTC, sur la vente d'un véhicule. Pour vous dire, un garage aujourd'hui, un concessionnaire, entre un prix de reprise et de revente, a besoin de prendre à peu près 3500 €. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est faire gagner un tiers au vendeur, un tiers à l'acheteur et un tiers pour nous. Une répartition équitable de la marge. Un petit mot sur le déploiement, parce que ça a été plutôt assez rapide. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous sortez aussi des frontières ? Oui, alors on est un petit peu à l'extérieur. Alors c'est vrai qu'on s'est bien déployé en France. Le premier pays où on est allé, c'est la Belgique. On est aussi présent en Suisse, on est présent en Italie, en Espagne, au Portugal. On est aussi, alors c'est la France, mais en Guadeloupe et en Martinique, mais c'est les agences les plus lointaines. Et c'est vrai qu'on sort des frontières, mais avant tout, on se rend compte qu'en France, il y a beaucoup de choses à faire. On fait grossir nos agences aussi, parce que c'est pas tout d'ouvrir des points de vente, mais maintenant, en général, maintenant une agence a 3-4 personnes en termes de vendeurs par point de vente. Donc voilà, ça fait partie de la suite de notre développement. Il y a une tendance, est-ce que l'électrique, vous sentez qu'il y a une montée de l'électrique ou pas ? Oui, il y a clairement une montée de l'électrique. Alors, il y a les gens, des fois, ont tendance à dire oui, l'électrique, j'en veux plus, est-ce qu'on peut encore en acheter ou pas? Il faut savoir qu'en France, on aime bien acheter des véhicules quand il y a des subventions. Alors, quand il y avait des subventions pour le GPL, on achetait du GPL. Quand il y avait des subventions pour l'éthanol, on achetait de l'éthanol. Et puis, maintenant, il y a des subventions pour l'électrique, donc on a acheté des voitures électriques. Comme on vient de baisser les subventions pour l'électrique, forcément, les électriques deviennent moins intéressantes parce qu'elles sont quand même globalement beaucoup plus chères qu'une voiture thermique. Et donc, ça dépend de l'usage. Les gens qui ont compris qu'une électrique est super adaptée pour un véhicule de ville, en deuxième voiture et tout ça, achètent de l'électrique. Quelqu'un qui veut prendre une électrique pour faire la voiture aussi bien pour les petits trajets, partir en vacances, les longs trajets, il va devoir acheter une électrique très chère et qui ne sera pas forcément adaptée. Et c'est vrai que sur ces autos-là, il y a un petit peu des chutes de valeur sur le marché de l'occasion. Les petites citadines électriques tiennent très bien la cote. Les gros SUV électriques qui n'étaient pas forcément adaptés vont chuter plus vite. Merci beaucoup Christophe Winkelmüller d'avoir été avec nous, président fondateur de l'agence automobilière. Et moi, on m'a dit qu'il y a des prix sur les chauves qui s'appellent Philippe, je l'ai pris, forcément. Après, est-ce qu'il est revendable? Ça, c'est une autre question. Excusez-moi, c'était pas une aide à la casse que vous aviez comme sous baladure, parce que ça m'inquiète un peu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on passe au sport. Football. Ah oui, au football avec l'incontournable Lionel Rousseau. Salut Lionel. Que de bonheur de notre idole de toujours. Mais le jeudi surtout. Bah oui, surtout le jeudi. Parce que les autres jours, en général, entre 20h et 21h. Bah oui, bien sûr, 20h, 21h. Évidemment, avec le But Football Club, Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino et Benjamin Danet qui nous rejoignent avec plusieurs thématiques, notamment cette semaine de Ligue des Champions sur laquelle nous allons revenir avec Brest qui brille. Paradoxalement, alors que le PSG, Manchester City, les grands clubs sont en train de s'écrouler et ne seront peut-être pas qualifiés pour le prochain tour. Brest, c'est l'épopée européenne à l'ancienne. Ça nous rappelle Bastia, ça nous rappelle Sochaux dans les années 80. Vous n'étiez pas né, bien sûr. Mais voilà, exactement. Donc on va revenir sur cette épopée de Brest formidable avec Éric Roy, son entraîneur. On parlera aussi de l'Olympique de Marseille et de la sincérité de Kylian Mbappé, car la question est-il vraiment sincère ?
À tout à l'heure. Bon sujet de philosophie, vous avez 4 teasing, heures. très bon teasing. Merci à notre formidable équipe. On vous embrasse. On vous retrouve demain à partir de 17h avec Philippe David dans Les Vraies Voix. Passez une belle soirée. Salut.